Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? Je tourne le roi. Et le voilà, saluez. Le roi? Encore? Ah oui, moi je tourne le roi à tous les coups, monsieur Brown. Alors, vous avouez que vous trichez? Ah oui, je triche. Seulement, comme vous ne le verrez jamais, le coup est régulier. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une tour basse de roches bleues, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvaune. Marcel Pagnol est le fils de Joseph Pagnol, instituteur à Aubagne depuis 1889, laïque et républicain, et d'Augustine Pauline Henriette Lanceau, couturière à la santé fragile de confession catholique. Il est l'aîné de 3 autres enfants: Paul, né en 1898, Germaine, né en 1902 et René, né en 1909. Un frère aîné, Maurice, né le 2 avril 1894, et mort le 18 août de la même année, ne sera jamais mentionné dans l'histoire familiale. Il naît dans un appartement du 3e étage d'un immeuble bourgeois, dont ses parents étaient locataires, au 163 cours Barthélemy. Sa famille paternelle est originaire de Romano, ses ancêtres ayant quitté l'Espagne au XVe siècle pour s'installer dans le midi de la France. Ses aïeuls se spécialisent dans le métier d'armurier et d'artificier, avant que son grand-père ne devienne tailleur de pierre et compagnon du Tour de France. Enfant d'Aubagne et de Marseille, Marcel Pagnol a donné ses lettres de noblesse au cinéma méridional. Son amour pour la Provence, ses collines arides, ses sources cachées et les hommes qui l'habitent, a donné naissance à un style unique, à la fois profondément méridional et formidablement humaniste. Cette magie a conquis d'abord la France, puis le monde entier. Savoureux, parfois excessivement drôle, toujours tendre, symbole de tout un art de vivre, le cinéma de Pagnol naît en 1931, avec Marius. Les films parlants n'en sont qu'à leur balbutiement, mais le ton est donné. L'année suivante, le cinéaste crée sa maison de production, qu'il installe en plein Marseille, près du Prado. Ces studios fonctionnent d'ailleurs, sans discontinuer pendant la Seconde Guerre. Avant de voir Marius, vous allez même avoir l'occasion de rencontrer, là, dans votre salon, dans votre salle à manger, Marcel Pagnol. Monsieur Pagnol, rassurez-moi, ce que nous allons voir, c'est bien le vrai Marius, le Marius avec Rému, Pierre Freinet... Charpin, Oran de Mazis et Ali Darouf, C'est ça. qui a été tourné en 1931 au studio Paramount à Joinville. Ce n'est pas l'opérette américaine. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'opérette américaine ne sera jamais tournée. Le film que doit faire Logan sera une comédie sans musique. Il va venir tourner à Marseille au mois d'avril. Avec des Français d'ailleurs, avec Maurice Chevalier, Charles Boyer et sans doute Leslie Caron. Ça ne vous choque pas un peu que Marius et César et Fanny deviennent des personnages américains? Je suis d'ailleurs très heureux que vous me posiez traîtreusement cette question, parce que vous me fournissez l'occasion de répondre à un assez grand nombre de correspondants qui m'ont fait l'honneur de m'écrire des lettres d'injure à la pensée que j'autorisais une mutilation de Marius. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'on puisse le tourner en anglais. Je tiens à les rassurer tout de suite, ça a déjà été fait. On a fait Marius vers 1936 avec Wallace Beery en anglais. On l'a fait en allemand avec Emil Jannings, qui était d'ailleurs admirable. On l'a refait encore en allemand avec Bassermann. On l'a fait en italien avec De Sanctis. On l'a fait en suédois, enfin on l'a fait dans un certain nombre de langues. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire si les gens d'un pays mettent un ouvrage au goût de leur public? Ils ne détruisent pas pour cela l'ouvrage français. J'avais fait cette pièce, moi, pour Marseille. Je ne pensais même pas qu'on pourrait la jouer à Paris. Je l'avais écrite pour le théâtre de l'Alcazar, dont le directeur était Franck. Et lorsqu'il a reçu le manuscrit, Franck m'a téléphoné pour me dire « Tu es un imbécile, il faut faire jouer cette pièce à Paris ». Je l'ai portée à Simone Volterra, qui l'a lu à Léon Volterra, et c'est comme ça que Marius a été créé au Théâtre de Paris, le 9 mars 1929, hélas. Pourquoi hélas? Pourquoi? Parce que ça fait plus de 30 ans. Mais on s'en rend pas compte, la pièce est toujours aussi jeune. Oui, mais bon, la pièce est peut-être toujours aussi jeune, mais moi non.
Et vous aviez écrit pour Rému un rôle merveilleux, le rôle de César. Alors j'avais écrit Panis pour Rému. Tiens. Parce que c'était le rôle du vieil amoureux et que Rému précisément était un homme capable de jouer un amoureux d'un certain âge, comme il l'a fait plus tard dans La femme des boulangers. Mais Rému n'a pas voulu jouer le rôle de Panis pour une raison à peu près extravagante. Il m'a dit « Je veux être le propriétaire du bar. Ce n'est pas M. Rému qui va rendre visite à M. Charpin, c'est M. Charpin qui doit venir chez M. Rému. » Cette raison était stupide et pourtant je crois qu'il avait raison, car il a été absolument génial dans ce rôle qui était au fond le rôle d'un comparse. Ce n'est pas un rôle très important, César. On pourrait le couper et il resterait tout de même l'histoire de la pièce. Il a dû être bien content quand il a lu la partie de cartes, car c'est un morceau de bravoure merveilleux, ça. Eh bien voilà, la partie de cartes, je voulais la couper et Volterra ne la connaissait pas. Et on a répété pendant 2 mois sans la partie de cartes. Parce que je trouvais que c'était un sketch et que j'avais à ce moment-là des théories très sévères sur l'art et sur le théâtre. Et puis Rému a dit à Volterra un beau jour, il paraît qu'il y a un sketch extraordinaire là-dedans et que j'aimerais beaucoup jouer. J'ai été obligé de montrer la partie de cartes à Volterra et on l'a introduite presque à l'avant-dernière répétition. Il y a un acteur qui a dû avoir un travail considérable à fournir, c'est Pierre Freinet. Ah oui. Parce qu'enfin, il n'est pas marseillais du tout, lui. Alors Pierre Freinet est alsacien, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on lui a proposé le rôle, il est parti pour Marseille. Il est resté 1 mois à Marseille, il s'est habillé en Marius avec un petit foulard autour du cou, un petit chapeau de paille, et il est revenu avec l'accent marseillais au bout de 15 jours. C'est l'acteur le plus adroit que je connaisse, indépendamment de son talent qui est très grand. Ce film est presque un des premiers films sonores. Il y a eu avant Jean de la Lune, qui a été, pour moi, le véritable premier film parlant, n'est-ce pas, qui parlait vraiment. Parce qu'avant, il n'y avait que des films avec quelques bruits de cuillère, des bruits de journal, ils appelaient d'ailleurs ça des films sonores. Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. D'ailleurs, le film a été tourné par les Américains, mais au studio Paramount à Joinville, que Bob Kane dirigeait à cette époque-là. C'est Alexandre Corda qui est venu tourner. C'est Alexandre Corda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius, et Rému était furieux. Il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olivoy pour nous faire un film marseillais. Et puis, il est devenu un très grand ami de Rému, dès le premier jour de Corda, dès le premier jour de tournage. Parce que l'ingénieur du son, à cette époque-là, ils étaient terribles, les ingénieurs du son. C'était des sorciers, c'était un mystère, le son. L'ingénieur du son est sorti de sa cabine et a dit, on ne peut pas enregistrer la voix de M. Rému. Et alors Corda lui a dit, monsieur, c'est bien dommage pour vous, parce que Rému, on ne peut pas le changer, mais vous, on peut vous changer. Et il a mis à la porte. Merci, M. Pagnol. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis surtout, merci d'avoir écrit Marius. Un tiers de curaçao. Un tiers de citron. Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers. Et alors? Je t'en prie, Félix, ne te fâche pas, allons, voyons. Je sais bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, ça c'est pas un mystère. Monsieur Breuil ne le savait pas. Et c'est lui qui me l'a dit. Je sais qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Mais c'est bien mon avis. Il vaut mieux avoir 20 ans. Eh bien, la petite, elle a 20 ans. Mais vous en avez 50. Oui, mais j'ai 600 000 francs. Est-ce qu'il est aussi bête quand il danse que quand il marche? Si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais pu t'aimer. Joli comme tu es, ça n'aurait pas été difficile. Seulement, j'ai pas voulu. Hein. Tu es amoureux de Fanny. Et tu es fou de rage de voir que l'autre va te la prendre. Quand je vois un bateau sur la mer, je sens qu'il me tire autrement qu'une corde. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais. Et moi, je reste avec toi, hein. Pour combien de temps? Si tu m'aides, ce sera pour toujours. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? Je tourne le roi. Et le voilà, saluez. Le roi? Encore? Ah oui, moi je tourne le roi à tous les coups, monsieur Brun. Alors, vous avouez que vous trichez? Ah oui, je triche. Seulement, comme vous le verrez jamais, le coup est régulier. Après Marius va Fanny. Portée au théâtre à Broadway, Fanny fait un tabac. Dans le quartier, tout le monde le remarque. Et toute la journée, les gens répètent, la petite s'en ira de la caisse et César partira du ciboulot.
Aussi, Honorine me jette des regards sanglants. Et chaque fois que je la regarde, j'ai toujours peur qu'elle me tire des coups de revolver, que ça me donne le frisson de la mort. La mort. Pourquoi tu cries pas? Oh, écoutez, César, je crois que c'est pas nécessaire de lui mettre ça, parce que ça va lui faire de la peine. Eh bien, et à nous? Il nous en a pas fait de la peine à nous, hein? Oui, mais ça ne sert à rien de la lui rendre. Oui. Au fond, tu as raison, ça ne sert à rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Hein? Attendez, je vais vous l'écrire. Non, n'écris pas, n'écris pas. Dis-le-moi d'abord, dis-moi d'abord. Dis-moi. Ah, maîtron, la petite Fanny est comme d'habitude. Pour son mariage avec Panis, je crois que rien n'est encore fait. Mais peut-être que je sais pas tout. Excellent, ça c'est excellent. Puis César achèvera la trilogie en 1937. Prenez quelque chose. Ça vous aidera toujours à tenir le coup. C'est le petit vin blanc de Noël. Cochère, il savait le choisir. Ça m'a fait quelque chose de lire les commandements de Dieu. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Brun? Ma foi, Le pauvre mort. Je ne suis pas particulièrement croyant. Cependant, j'ai vu dans cette cérémonie familière quelque chose de rassurant. Ah oui, de réconfortant. Dites, ça vous réconforte de voir venir le curé avec celui-là? Il y a quelque chose qui me tracasse, moi. Le bon Dieu d'Elzéar, le nôtre, si c'était pas le vrai. Oh, coquine des dieux. Mais qu'est-ce que vous dites? Et je dis que j'ai connu des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, c'est pas le même. Et ils ne font pas comme nous. Nous commettons des péchés que peut-être pour eux, c'est une bonne action, et vice-versa. Oh. Ils ont peut-être tort. Mais ils sont des millions et des milliards. Et s'ils avaient raison, monsieur Brun. Il est certain que la question peut se poser. Ce pauvre Panis est bien préparé au goût du bon Dieu d'Elzéar. Mais supposons qu'au coin d'un nuage, il se trouve nez à nez avec un bon Dieu qu'on ne lui a jamais présenté. Ben oui, enfin, un bon Dieu rouge ou noir ou jaune. Un bon Dieu déguisé en guignol, comme on voit chez les antiquaires, ou ceux qui ont le gros ventre, ou ceux qui ont des tas de bras, là, comme les esquinades. Eh bien, ce pauvre Panis, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? Et dans quelle langue? Et avec quel geste? Mais toi, tu te vois déjà fatigué par ta mort et tout vertigineux de ton voyage, en train de t'expliquer avec un bon Dieu qui ne te comprend pas. Et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et ça, il te le dit en chinois. Situation tragique. César, tu me donnes le grand frisson. Sinon, la Sainte Bible, c'est des mensonges. Et les évangiles? Vous dites, vous n'avez pas honte de parler comme ça devant l'enfant de cœur? Si vous alliez un peu plus souvent à l'église, au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le nôtre. C'est entendu. Le bon, c'est le nôtre. Alors je pense que sur la Terre, il y a des tas de gens qui sont couillonnés. Et ça me fait de la peine pour eux. Entre-temps, Marcel Pagnol a offert à son midi un acteur d'exception, du nom de Jules Murer, que l'on appellera tout simplement Rému. Oui. Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Chaque soir, je l'ai fané sur les boulevards. Non. Dites, vous avez dû rencontrer Landolfi? Qui est-ce, Landolfi? C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent le linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et non. Alors il est mort. Peu cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'est très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après un miracle que c'est nous, les Marseillais, qui exagérons. Quelle mentalité. 40 cannebières. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, cooking des soirs, midi et demi. Un jour, Hugon devait venir tourner dans nos studios, et puis il est tombé malade, il n'est pas venu. Et mon directeur de studio m'a dit, tu devrais quand même tourner quelque chose, il faut faire quelque chose.
Alors en 8 jours, j'ai écrit La femme du boulanger, en maugréant d'ailleurs, en disant je suis obligé de faire ça, enfin faisons-le. Et ça a été un très bon film qui a eu beaucoup de succès dans le monde entier. Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande. Tu le sais? Bien sûr que je le sais. Tu fais mal. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chercher ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Mais... Hein? Tu n'as pas eu froid, moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut me faire. Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie au moins. Viens. Viens, madame, viens. Viens, voilà. Tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer à dîner pour moi. Je ne savais pas que tu iras ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Non, pardonne pas. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été parti, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Oui. Et celui-là, qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme il était allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange. On fera. Ah, oui, la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte. En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses souvenirs d'enfance avec notamment « La gloire de mon père et le château de ma mère ». Il publie enfin, en 1962 L'eau des collines, roman en 2 tomes. Jean de Florette et Manon des Sources, inspiré de son film Manon des Sources, réalisé 10 ans auparavant, et interprété par Jacqueline Pagnol. Ils vont repasser, je peux me faire encore au moins 1000 francs. Alors j'irai au bagne, je m'achèterai une robe, des rubans, de la parfumerie. Et alors, tu verras.
Parce que moi j'ai un charme sur les garçons. Rien qu'en les regardant, je peux les faire rougir. Des fois, quand je vais au village, ils montent pour me parler, ce qu'ils sont bêtes, c'est incroyable. Hier matin, le Polyte est monté jusque sur le plan de l'Aigle pour m'apporter des croissants. Et puis brusquement, il est devenu comme fou. Il a fallu que je lui foute un grand coup de bâton. Il est... Ils ont rien dit. Personne. Jamais personne. Personne ne leur a rien dit. Mais moi, je ne savais pas, je n'ai jamais su. Et ça n'est pas nos affaires. Eh non. C'était les nôtres. Tous les jours de notre vie. Juste à la pointe du matin, nous sommes allés. Depuis le romarin jusqu'à la baume de Pastan, tous les jours de notre vie. Avec la cruche sur la tête, la cruche au bout des bras, et les pierres sous nos pieds nus. Et personne ne leur a rien dit. Eh non, ça n'était pas leurs affaires. Alors, mon père, toute sa vie, il a été le forçat de l'eau. Et une fille, que leur papa portait sur sa bosse sous l'ombre claire des oliviers. Alors, il piocha de son mieux, voilà aux yeux, arrachant à la terre avare quelques maigres boisseaux de pois chiches, voilà aux miches. Alors, ouais, pas de mon grossier, hein. Quand c'est grossier, une miche, une belle miche de pain. Mais si tu veux parler du pain, c'est pas une partie du corps. C'est vrai. Je t'en demande, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, continuez. Alors le bossu, ramassez des pois chiches. Des pois chiches. Ah, oui, des pois chiches. Oui, des pois chiches, quelques tomates, poils aux pâtes. Elle ramassait des asperges sauvages, des champignons, poils aux rognons, des arbouges, des escargots, poils aux gigots. Et ils étaient plus heureux que jamais lorsque la mort s'approcha de la ferme solitaire. Le garçon, qui avait 15 ans, fut saisi d'une longue fièvre. Un soir, par les bras de son père, il mourut. Le bossu l'appela pendant 4 semaines. On l'entendait d'ici. Et puis, il mourut à son tour, en souriant. Pour soigner son enfant, il avait hypothéqué sa ferme, si bien qu'un triste jour, la mère et la fille en furent chassées. Il ne leur resta qu'une vaste garrigue, terre ingrate et parfumée, où fleurissent le thym, le cyste et la lavande. Là, au bout d'un vallon de roches blanches, on trouve un mur de pierres sèches qui ferme une grotte où pleure une source. C'est là que vivent ces 2 femmes dans l'incertitude et la pauvreté, nourries du lait de 4 chèvres, des maigres fruits d'un petit jardin et des prises de quelques pierres. Il paraît que la mère est à demi folle et que la fille est belle et sauvage. Que deviendront-elles? Dieu seul le sait. Telle est l'histoire du bossu des garrigues, monsieur. Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce que ce n'est pas un conte, mais qu'il s'agit d'un roman vécu. Poil au cul. Ne croyez pas, messieurs, que j'ai retrouvé le sens de Louis. Hélas, non. Mais vous m'aviez déjà fait ce coup-là l'année dernière. Je n'avais pas compris, bien entendu. Mais votre manège m'avait intrigué. Et comme j'interrogeais à une personne qui avait assisté à la scène, cette personne me vendit la mèche. Maintenant, messieurs... Excusez ma grossièreté. Elle fut longuement préméditée. Et servez-moi gratuitement l'apéritif d'honneur auquel j'ai droit. Avec joie, monsieur Bellois. Marcel Pagnol est le réalisateur des films suivants. 1933 Le gendre de Monsieur Poirier, d'après la pièce d'Émile Augier. 1933 Geoffroy. 1934 Angèle. 1934 L'article 330, court-métrage d'après la pièce de Georges Courteline. 1934 Le premier amour, scénario de Marcel Pagnol,
plusieurs fois mis en chantier mais jamais réalisé. 1935 Merlus. 1935 Cigalon. 1936 Topaz. 1936 César. 1937 Regain. 1938 Le Spoons. 1938 La femme du boulanger. 1940 La fille du puisatier. 1941 La prière aux étoiles inachevées. 1945 Naï. 1948 La belle meunière. 1951 Topaz. 1952 Manon des Sources. 1952 Hugolin. 1954 Les lettres de Montmoulin. 1967 Le curé de Cucugnan téléfilm. En 1974, le plus marseillais des Parisiens meurt dans la capitale. Il est enterré au cimetière de la Treille, près de Camoins-les-Bains, dans les collines provençales de son enfance, auprès de sa mère et de sa dernière fille, Estelle. Sa tombe porte l'inscription « Il a aimé les sources, ses amis, sa femme ».